Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce qui s'apparente être la première vidéo de l'année. Parce que oui, c'est pas parce qu'on rajoute un +1 que c'est le moment de faire son feignant, absolument pas. Et donc dans cette vidéo, programme un petit peu particulier, j'ai envie de dire. Déjà, c'est une vidéo qui est plus au format podcast, donc il y aura absolument rien à regarder à l'écran. Désolé si tu aimais bien mon écran, malheureusement il ne sera pas visible aujourd'hui. Ce qui veut également dire que c'est une vidéo qui ne nécessite pas 100% de ton cerveau, et donc que tu peux faire autre chose en même temps que tu l'écoutes. Concernant le sujet, je pense que tu l'as compris, on va faire une énorme rétrospective de ce qui s'est passé en 2024, et on va essayer d'en tirer des conclusions pour 2025. Pour ça, il y a un petit document que j'avais rédigé et que je t'enverrai via la newsletter. Si tu veux le recevoir, c'est gratuit, c'est directement le premier lien en description. Et je vais également me baser sur l'historique de vidéos que j'ai publiées depuis un an, tout simplement. Donc depuis tout début 2024. Et ça va certainement te surprendre, mais je suis quasiment sûr que t'as oublié des trucs. Pour commencer, on va juste reprendre un petit peu la définition des airdrops, et la définition qui, à mon sens, aujourd'hui est la plus correcte qu'on peut trouver. C'est de faire une comparaison avec un mec qui découvre Facebook dans les années 2000, qui devient super connu, qui fait plein de contenu sur la plateforme et qui ramène énormément de monde sur Facebook. Bref, quelqu'un qu'on peut qualifier d'un top utilisateur. Indirectement, il génère énormément de revenus à la plateforme. Et le jour là où Facebook est assez gros et décide de lancer son action en bourse, eh bien Facebook se déciderait à donner quelques actions à ce bonhomme. On devait résumer les airdrops, c'est vraiment juste ça, mais appliqué au domaine de la crypto. Je remercie d'ailleurs Token pour la comparaison et qui me l'avait partagé en premier parce qu'elle est toujours aussi juste. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleur modèle pour expliquer facilement ce qu'est un airdrop. Maintenant que tu as ça en tête, on peut commencer la petite rétrospective et on va la commencer avec un certain airdrop Dimension qui était tombé en janvier 2024. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand c'était tombé, c'était quelque chose de particulièrement hypé, notamment parce que c'était sorti juste après Celestia et Celestia avait particulièrement bien performé. C'était cette fameuse narrative de venir stacker des tokens pour obtenir d'autres tokens via des airdrops, mécanisme qui a plus ou moins vu le jour avec Atom. Autant te dire que les stackers de Dimension ou encore de Celestia, aujourd'hui, ils n'ont pas vu grand chose de ces fameux airdrops. Là où sur Celestia, il y a quand même des trucs qui se construisent, là, il y a absolument aucun débat. Dimension, quant à lui, était vachement, douteux, j'ai envie de dire presque. Parce que des 200 et quelques relapes qui étaient présentes sur le testnet et qui normalement devaient faire des airdrops, c'était totalement ça la narrative. Au final, il y en a que deux qui ont véritablement lancé, il s'agit de Nim Network et de Mand, avec respectivement une market cap de 16 millions et de 132 000 $. Autant te le dire, oui, c'est giga déception. Ce qui avait été intéressant ici, c'était les critères pour l'airdrop de Dimension. Et là, on avait en pole position l'utilisation assez intensive de tout ce qui était Layer 2. Et ça, tu connais un petit peu l'historique de la chaîne, en tout cas je suppose si t'es ici, c'est clairement le créneau. Ensuite se passe un petit peu plus de temps, j'avais posté une vidéo sur l'airdrop oublié de la super chain d'Optimisme, qui date déjà d'il y a un an, c'est juste énorme, et qui entre nous était quand même un petit peu avant-gardiste. À l'époque, il y avait que 6 blockchains qui faisaient partie de la super chain, avec Optimisme, Base, Zora, le PGN, qui d'ailleurs était complètement arrêté, Mud et Redstone. Redstone de la super chain n'est pas Redstone l'oracle, qui d'ailleurs n'a pas du tout évolué. Comme quoi il y avait déjà un créneau là derrière, et ça c'était donc avant l'airdrop numéro 4. Ensuite il y a une vidéo qui n'a encore absolument rien donné aujourd'hui, c'était faire tourner un nœud Zora. Ouais, un validateur sur Zora. Et pour le coup moi j'avais arrêté de le faire tourner il y a 5-6 mois si je dis pas de bêtises. Et ouais, je sais pas, je suis vraiment pas sûr que ça servira un jour. En tout cas c'était quelque chose qu'on pouvait faire à l'époque et qu'on peut toujours faire aujourd'hui. Je serais vraiment curieux de savoir combien il y en a qui tournent encore aujourd'hui. Parce qu'en tout cas Zora à l'époque c'était pas le Zora qu'on connaissait aujourd'hui. Il est pris pour mine des NFT en Ether était 7 fois plus élevé. Ouais, t'as bien entendu, c'était pas 0,00 quelque chose 111, c'était plutôt 0,00 quelque chose 777. Il me semble que l'update là où ça a changé, c'était courant de cet automne. Ensuite, il y a une vidéo sur Ion pour expliquer ce que c'était et comment ça fonctionnait, vidéo qui a d'ailleurs particulièrement bien fonctionné. C'était en janvier-février de cette année, donc c'était vraiment au tout début. Et à l'époque, le restacking, c'était un concept mais complètement nouveau, alors que ça a vraiment commencé à exister, si je puis dire, aux alentours de l'été 2023. Mais là, c'était vraiment le moment là où ça avait pris énormément de traction. Alors qu'au final, l'airdrop d'Ion Layer n'a pas été si intéressant que ça. Il a en tout cas particulièrement favorisé les gens qui ont fait du multi-compte, ou alors les gens qui avaient vraiment des wallets mais monstrueux. Ça a par contre permis de toucher un petit peu à l'Ethereum pour les personnes qui avaient jamais mis les pieds dessus. Parce que c'est vrai que les frais étaient quand même largement plus élevés que ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui à l'époque. Et donc faire une empreinte sur Ethereum, c'est jamais une mauvaise idée. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'un de ces jours où on se retrouve avec des critères là où il faut un minimum de X transactions sur Ethereum mainnet. Juste parce que c'est un petit peu la blockchain d'origine finalement. Tiens, ensuite on avait un guide pour Hyperliquid, Aevo et Orderly, les trois en même temps. J'avais vraiment pas le time parce que vraiment présenter les trois en une vidéo, pourquoi pas. Au final sur les trois, il y en a un qui a pas beaucoup payé, c'est Orderly. Il y en a un qui était plutôt intéressant avec les efforts à fournir, c'était Aevo. Il y en a un qui a vraiment complètement explosé avec Hyperliquid, on en reparle peut-être un petit peu plus tard quand ce sera à son heure de gloire. S'ensuit une vidéo sur le testnet de Berachain avec Artio et pas Bartio. On était donc vraiment au tout début de l'année. Et à l'époque, Berachain c'était pas du tout la hype qu'on a aujourd'hui. Il y avait énormément moins de projets et il y avait seulement quelques petites collections qui commençaient à émerger à droite à gauche. Et ça hormis les 5 grosses collections officielles. Avance rapide avec une petite vidéo sur Scroll qui était plutôt
décevante, on va dire, clairement, dans le sens là où l'airdrop n'a vraiment pas payé. Je suis en train de la regarder vite fait et je l'ai posé sur Ambient, sur SyncSwap avec la version du coup Scroll, du Cog Finance qui n'a jamais vraiment rien donné, et du Layer Bank qui aujourd'hui est vraiment au point mort. Ensuite, une vidéo sur Starknet, et waouh, ça fait longtemps que j'avais plus parlé de Starknet en vidéo, ou alors au moins avec une vidéo dédiée. Et à l'époque, je parlais des différents projets qui construisaient sur Starknet. C'était en février, donc c'était 1 ou 2 mois avant l'airdrop. Et donc il y avait Avenue qui d'ailleurs n'a toujours pas de token aujourd'hui. Assez étonnant d'ailleurs, je crois que c'est un des rares projets sur Starknet qui n'a pas encore de token. Parce que si on regarde Nostra, Ekubo, Zcaland, ouais, ils ont tous des tokens. Après, on a Vesu, Nimbora, Endure, ouais, qui sont arrivés un petit peu par la suite, mais qui étaient clairement pas là à l'époque et qui eux n'ont pas vraiment de token. Et c'est vrai qu'Avenue, c'est assez étonnant qu'ils aient toujours pas de token aujourd'hui. Ils ont vraiment pas du tout surfé sur l'attraction qu'il y avait sur la blockchain au moment du lancement. Aujourd'hui, c'est toujours l'agrégateur principal de la blockchain. C'est vrai que Starknet, ça reste Starknet. Un peu tristoun l'écosystème, j'ai l'impression qu'il s'y passe vraiment rien en ce moment. Parce qu'il y a tellement personne et que le projet est quand même super bien valorisé, avec notamment quelques petits pics de temps en temps, notamment une image de Nansen avec le logo de Starknet en flouté derrière. Là où je me dis que pour un airdrop numéro 2, ça devrait peut-être pas trop tarder. Tiens, j'avais fait un top 5 de mes airdrops à farmer et ça c'était en février. Tu vas rigoler, mais en top 5, j'avais mis Zora. Je vois qu'il a quand même particulièrement mal vieilli aujourd'hui, parce que on sait ce qui s'est passé. Toujours pas de token, choix décevant après choix décevant, teasing, etc. Bref, Zora, ouais, bof. En 4ème position, j'avais mis Layer 0. Ok, pourquoi pas, faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment Layer 0 et Zcaching qui étaient vraiment dans toutes les têtes. Et je me rappelle que pendant longtemps, le contenu de la chaîne, ça tournait vraiment autour de ces deux gros projets-là, avec énormément de choses à faire dessus. Donc ouais, c'était vraiment pas déconnant avec les informations que j'avais à l'époque, sachant que l'airdrop de Layer 0 en lui-même a pas été giga fou, mais ce qui a vraiment été intéressant, c'était plutôt le bonus à partir du moment là où en fait, tout ce qui était bot a arrêté de chasser Layer 0. En tout cas, je continue d'avoir une activité plus que marquée sur Layer 0 quasiment tous les jours, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de concurrence sur l'airdrop. Il suffit de regarder sur Layer 0 Scan, on est vraiment à une fraction de ce qu'il y avait en 2023-2024, et en plus de ça, le prix du token se maintient globalement très bien. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quand même un bridge qu'on arrive à utiliser comme ça, sans trop de difficultés, et qui se passe vachement bien. Pas cher, rapide, plus la possibilité de potentiellement toucher un airdrop numéro 2 qui sera globalement juteux. Ouais, ça me plaît pas mal de passer par Layer 0. Tiens, en 3ème position, j'avais mis un certain Tensor. Et c'est vrai qu'il avait quand même pas mal cook quand il est tombé, je crois que c'était en avril ou en mars. C'était vraiment un bon play Tensor numéro 1, largement plus que Tensor numéro 2 en tout cas. Un petit peu déçu d'ailleurs de la 2ème saison, là où on a vu les critères et surtout là où on a vu les allocations récemment, et qui, il me semble, on devrait pouvoir claim d'ici janvier. Bah tiens, en 2ème position, j'avais mis un certain Hyperlane et ça date d'il y a 10 mois. J'avoue que ça m'étonne un petit peu parce que j'ai pas l'impression que ça fait aussi longtemps que ça qu'Hyperlane, ça existe et c'est connu un minimum. Vraiment de tête, je pensais que c'était plus récent et que ça avait plus ou moins débarqué en milieu de cette année, quelque chose comme ça. Mais a priori, c'est quand même assez ancien Hyperlane. En tout cas, je l'avais mis en 2ème, mais aujourd'hui, je pense que ce serait clairement plus dans mon top. On a déjà largement assez de bridge et Hyperlane, à mon sens, n'apporte rien de vraiment révolutionnaire. La partie très intéressante, c'est notamment l'interopérabilité entre tout ce qui est Cosmos et les autres blockchains. Mais entre nous, ça se fait déjà très bien avec Speedrouter. Et bon, les frais qui sont chargés, même s'ils sont plus ou moins arbitraires par Hyperlane, aujourd'hui, sont clairement abusifs. En tout cas, je pense que le jour là où ça tombe, ils feront également tomber les frais. Et à partir de là, ça deviendra peut-être un bridge qui sera enfin utilisable par à peu près tout le monde et qui pourrait devenir assez intéressant. Assez déçu également qu'ils aient pas vraiment de gros produits, là où par exemple Wormhole, ils ont Portal, ou alors Layer 0, ils ont Stargate. Du côté d'Hyperlane, ils ont Usenexus, et Usenexus, comment dire, c'est pas vraiment un exemple, donc ça fait plus prototype qu'autre chose. Tiens, et j'avais mis Eigenlayer en top 1. Ça veut dire que dans mon top 5 de février 2024, il y avait même pas ZK-Sync, alors qu'à posteriori, ZK-Sync, c'est vraiment l'airdrop qui m'a le plus régalé en 2024. Je trouve ça complètement fou, et je me dis qu'il suffisait de pas grand chose, de juste déposer un petit peu plus de fonds en passif, et ouais, ça aurait pu vraiment être life-changing. En tout cas, j'en avais vraiment très bien profité de ZK-Sync et c'était très cool. Et donc, j'avais vraiment mis Eigenlayer en premier. Pour ma défense, il me semble que les modèles à points et les airdrops basés sur la liquidité, c'était pas encore trop ça. Et surtout qu'on n'en avait pas encore vu une pelletée et que la pelletée nous avait pas encore giga déçu. Alors j'avoue que je sais pas trop ce que j'espérais au final. Ensuite, on a eu l'airdrop de Starknet et je pense qu'il y a vraiment eu une cassure à ce moment-là entre du coup les gens qui étaient éligibles et les gens qui n'étaient pas éligibles. D'autant plus que ce critère qui a séparé tout ce beau monde, et pour moi aujourd'hui, c'est toujours pareil. En fait, je comprends pas pourquoi il a autant divisé. Le rappel, c'était d'avoir 0,005 Ethereum sur son wallet au moment de la snapshot. Ether qui, je le rappelle, avait déjà été utilisé dans le passé avec un cutoff à 0,01 Ether, donc plus élevé. Et ouais, je comprends toujours pas pourquoi il a fait autant débat. Ce qui, par contre, à mon sens, a vraiment fait débat sur Starknet, c'était la distribution. Là où les développeurs double guillemets n'étaient pas éligibles à l'airdrop, mais ont quand même reçu des quantités absolument délirantes de tokens. Alors pas qu'ils ne méritaient pas des tokens, mais normalement,
fait les tokens distribués comme ça, bah ils sont sous vesting parce que tu fais partie de l'équipe et t'es censé toujours avoir un incentive à travailler dedans et pas à distribuer une grosse quantité day one. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Plus le fait qu'il y avait absolument aucune transparence là derrière, très clairement. Pour moi, c'était vraiment ça le problème de l'airdrop de Starknet. Je peux pas dire les développeurs ne sont pas éligibles à un airdrop et les rincer en même temps, c'est pas possible. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En avançant un petit peu, je commence à voir un logo qui me fait frémir, c'est le logo de Linea. Et waouh, c'était l'époque là où on avait le fameux Linea Park, là où toutes les semaines on avait 2-3 quêtes. Pardon, que dis-je, plutôt entre 10 et 20 quêtes sur des applications qui ne fonctionnaient absolument pas en mainnet. Et ouais, comment dire, c'était une expérience qui était clairement pas folle. D'ailleurs, on n'a toujours pas reçu l'airdrop de Linea. D'ailleurs, normalement, on devrait le recevoir dans les prochains mois. Il est prévu pour le premier trimestre 2025. Ça va être un grand moment, ça je peux te le garantir. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner et de mon côté, je m'attends absolument à rien. Vraiment, je pense que ça va lancer avec une valorisation assez décevante. Ensuite, on a une vidéo en réponse à un drama sur Twitter, je me rappelle, c'était le fameux 100 000 $, c'est rien. Parce que ouais, on était clairement dans une période d'euphorie en mars 2024. Et il y avait quelqu'un qui avait balancé tranquille sur Twitter, 100 000 balles, c'est rien du tout. Ça avait fait énormément de bruit et karma quasi instantané, et ben tout s'est calmé très rapidement après. Alors là, je te skip plein de vidéos parce qu'à mon sens, il y en a plein qui méritent pas spécialement d'être mentionnés, hein, clairement. Il y avait d'ailleurs le live avec le copain AZK. Je pensais pas que ça a remonté aussi loin, mais ça date déjà d'il y a 8 mois, où je vois quelque chose qui m'interpelle. Il y a 8 mois, il y avait également la fumisterie des Layer 2. C'était en avril et il me semble que c'est le moment où on a commencé à comprendre que les tokens de Layer 2, bah, pour la plupart, n'allaient pas performer. Et globalement, ça reste plus ou moins le cas. Arbitrum est quand même à moins 70% de son ATH. Et tu vas peut-être être surpris, mais moi, je m'en rappelais absolument pas. Il y avait un moment là où Arbitrum, il avait dépassé les 2,20 $. Alors, ça a vraiment pas duré très longtemps, mais ça me surprend vraiment très fort parce que je m'en souviens même pas. Ça m'avait même pas plus que ça marqué. Et concernant Optimisme, qui lui est live depuis quand même un moment un petit peu plus long, hein, on va pas se mentir. Optimisme est down de 62%, il était quasiment à 5 $ à l'époque. Et cette époque-là, c'était en mars, là où il était à près de 4,80 $. Complètement barré, là aujourd'hui, il traîne aux alentours des 1,80 $. Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, on avait déjà plus ou moins compris comment ça fonctionnait cette chose. Seul truc que j'aurais à rajouter aujourd'hui, c'est de faire attention aux saisons 2 des Layer 2, parce que certaines peuvent quand même être intéressantes. Je pense aux airdrops multiples d'Optimisme qui continuent à régaler, même si on en est déjà au 5e, voire bientôt le 6e. Un ZK Sync numéro 2 sur The Elastic Chain qui pourrait peut-être voir le jour un jour, et pareil pour peut-être un Arbitrum numéro 2 sur Orbit. Je pense qu'il y a de plus en plus un créneau qui se développe de ce côté-là. Mais en tout cas, là où on est plus ou moins d'accord, c'est que ces tokens-là n'ont pas bien vieilli dans le temps. Après, on a eu le lancement de la campagne de liquidité de Linea. Waouh, ça aussi c'était quelque chose quand Linea a commencé à annoncer un deuxième modèle à points, parce que pourquoi pas, hein, c'est clairement pas assez. C'était vraiment particulier comme chose, et d'ailleurs la campagne s'est terminée il y a 2-3 mois si je dis pas de bêtises. Et donc, comme dit tout à l'heure, bah, on attend l'airdrop qui vraisemblablement devrait arriver dans les prochains mois. Ensuite, on a eu l'annonce de l'airdrop d'Ion Layer, mais surtout l'annonce que les tokens seraient lockés jusqu'à une date inconnue. Ça, franchement, ça c'était quelque chose quand même, on s'y attendait absolument pas. C'est marrant de le voir a posteriori. Surtout, c'était le moment là, on n'avait pas encore beaucoup d'informations sur l'update, avec le fait que tout le monde a reçu quasiment 200 tokens gratos. Après, on a eu toute la narrative qui a duré 1-2 mois avec Layer 0 qui faisait la guerre aux civils. Et ça, j'en garde un souvenir vraiment très fort. Je me rappelle que c'était la débandade, il y avait tout le monde qui était perdu, on savait pas trop quoi faire, si on allait se faire ban ou autre chose. C'était vraiment un moment particulier et on suivait au fur et à mesure sur Twitter les évolutions, là où littéralement les gens étaient payés pour dénoncer des bots. Alors je peux évidemment pas parler pour tout le monde, mais il me semble que ça s'est quand même globalement bien passé pour la majorité des gens, et qui au final il y a quand même eu que très peu de faux positifs. Je me rappelle que Brian était quand même pas mal à l'écoute et qui regardait beaucoup ses DM et qui regardait s'il y avait des gens qui étaient en faux positifs, etc. pour les exclure du coup de la liste des bans. Mais ouais, c'était assez particulier. Depuis, on n'a plus vraiment revu la fameuse grande chasse aux civils. Ensuite, on a une vidéo sur pourquoi Ethereum se fait exploser par Bitcoin. Spoiler, je regarde la charte en direct et Ethereum se fait toujours et encore exploser par Bitcoin. Et heureusement qu'il y a les airdrops et la yield pour rattraper le coup, parce que sinon, aïe aïe aïe, ça ferait vraiment mal. Et la question se pose véritablement, est-ce qu'on verra cette fois-ci ce cycle un Ethereum qui va outperform Bitcoin. En tout cas, si on regarde les chartes précédentes et qu'on leur fait confiance pour prédire le futur, ce qui évidemment revient juste à faire de l'astrologie, et bien normalement c'est ce qu'on devrait voir fin du premier semestre 2025. En tout cas, jusqu'ici, la performance d'Ethereum par rapport à Bitcoin est globalement décevante. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? On avait une vidéo d'Opium pour Layer 0 et ZK Sync, qui effectivement s'est révélé être juste, en tout cas quelques mois plus tard. Une vidéo sur comment stake sur Cosmos. Ouais, parce qu'on n'a pas arrêté de me demander cette fameuse vidéo sur comment stake sur Cosmos. Fun fact d'ailleurs,
d'ailleurs, je crois qu'on est à peu près au prix auquel j'ai stacké sur Cosmos, donc voilà, je suis à peu près à la même valeur. Pas que ce soit un play que je trouve exceptionnel, mais il y a plein de petits trucs qui se développent de ce côté-là, notamment sur la fameuse partie de l'interopérabilité. Suite à cette petite vidéo sur Farcaster, et après on arrive dans le gros du gros de la période, avec l'airdrop de Layer 0 et l'airdrop de ZK Sync, qui pour le coup étaient vraiment les deux plus grosses figures de proue de l'année, les deux airdrops qu'on attendait vraiment depuis un moment et qui sont tombés tous les deux de concert. Alors les surprises ont pu être bonnes comme mauvaises en fonction des résultats que tu as reçus. Peut-être que ça a bien fonctionné pour toi, peut-être moins bien. Je me rappelle que de mon côté j'étais plutôt déçu parce que j'avais reçu de Layer 0, mais par contre ZK Sync m'avait vraiment plus que régalé. Je me rappelle qu'au moment du drop j'avais aussi lu dans les lignes de l'article et j'avais l'impression qu'effectivement il y avait quelque chose d'un petit peu plus que juste le fait d'être éligible à l'airdrop et donc de continuer d'être actif sur Layer 0 histoire de peut-être choper un truc supplémentaire. Ça je l'avais partagé sur la newsletter et effectivement bah ça a bien payé. C'était vraiment le drop bonus de Layer 0 qui a remboursé, enfin pas vraiment remboursé, mais qui a donné une énorme plus-value au drop de Layer 0 quoi. C'est fou quand même la différence que ça a pu faire. Concernant ZK Sync, il y a eu un énorme débat, notamment sur le fait que les airdrops étaient particulièrement disproportionnés, avec un airdrop qui allait du simple au x100. Oui, pour des airdrops de Layer 2 comme ça, c'est vrai que c'était rarement arrivé. En tout cas, quelque chose avec un modèle aussi proche d'Arbitrum. Et également eu la fameuse question sur la liquidité et le fait que tout le monde ne pouvait pas poser de la liquidité. Parce que oui, il faut quand même avoir un minimum de fonds pour en laisser traîner sur ZK Sync. Ça par contre, au moment de l'airdrop, c'était vraiment un critère qui m'a surpris, dans le sens là où je m'attendais clairement pas à ce qu'il y ait un poids aussi important à ce niveau-là. Ça c'était en juin et après on a eu le classique juillet, août et début septembre, là où c'est vraiment pas passé grand chose. Il y a toute la pression qui est tombée avec les deux plus gros airdrops qu'on attendait depuis un paquet de temps qui étaient tombés tout simplement. Il y a eu une hype super bref pour un truc qui s'appelle Hamster Combat et dont tu te souviens peut-être. Il y a eu le Superfest d'optimisme avec les NFT à la clé. Il y a eu de l'opium de mon côté pour un certain Scroll qui n'a absolument pas délivré. Puis avance rapide, on arrive déjà en septembre. Parce que comme dit, c'est une rime, chaque année il se passe quasiment la même chose. On sait que l'été c'est un peu tristoun quoi. Et là c'est clair qu'on voit apparaître de nouveaux plays. Avec Monad, Eclipse, Mega Ethereum ou encore Berachain qui ressort de l'ombre et qui reprennent énormément de traction. À ça on ajoute un airdrop d'Optimisme 5 qui a particulièrement régalé les curieux et également avoir touché à une grosse quantité de contrats différents. Puis ce qui je pense est la plus grosse déception de l'année quand même, avec un certain Scroll et le sourire maléfique de Sandy. Celui-là je pense qu'on s'en souviendra encore longtemps. À ça tu ajoutes des guises sur Base ou encore sur Eclipse et on se retrouve très rapidement. Il y a même pas 2 mois. Et ensuite on a eu Hyperliquid qui de loin, en tout cas de mon vécu, a été le plus gros airdrop que j'ai jamais vu. Alors pas le plus gros airdrop que j'ai reçu cette année parce que je l'avais pas tant farm que ça malheureusement. Mais par contre c'est clair qu'il a mis particulièrement bien certaines personnes qui s'étaient vraiment penchées sur le sujet. Je pense que c'est clairement pas le dernier gros airdrop de la saison. On en verra certainement bien d'autres. Ensuite ça a enchaîné assez rapidement avec l'airdrop de Pengu qui a touché quasiment tout le monde. Vraiment ça a visé très large et c'était une petite surprise sympathique. Pour la majorité des gens c'était clairement pas des sommes folles. Mais le simple fait de se sentir valorisé en recevant ce drop, j'ai trouvé ça super cool. J'ai pas plus de choses à en dire de mon côté. Après c'était au tour de l'airdrop de Fuel et finalement on en arrive déjà à cette vidéo et on vient déjà de boucler cette fameuse rétrospective. Je pense qu'on peut clairement le dire, cette année était particulièrement chargée. Il s'est passé une quantité folle de choses du côté des airdrops et ça sans même prendre en compte tout ce qu'on a également vu du côté des différentes narratifs qui ont émergé. Je pense aux agents IA qui ont explosé ces 3 derniers mois par exemple. On a également énormément de nouvelles choses qui devraient voir le jour ces 3-4 prochains mois. Je pense à l'airdrop de Linéa. Quoique, est-ce qu'on peut le qualifier d'énorme? Ça, je n'en suis pas encore si sûr que ça. On additionne l'airdrop de Berachain, qui celui-là, c'est quasiment sûr, fera énormément de bruit, et vraisemblablement plein de surprises qui, on l'espère, seront aussi intéressantes que ce qu'on a pu avoir en début d'année 2024. Pour la partie rétrospective, la vidéo est donc terminée, et pour la partie perspective, est-ce qu'on peut attendre de 2025? Eh bien, je l'ai écrit sous la forme d'un texte, et je t'envoie ça par mail demain, jeudi 2 janvier 2025. Ce sera évidemment dans la newsletter gratuite. Si tu veux le recevoir, c'est directement le premier lien en description, et une fois que ce sera publié, je mettrai à jour, comme ça tu pourras également y accéder. Voilà pour cette vidéo. Maintenant qu'on est au bout, je veux quand même prendre un petit moment pour te remercier, toi qui as regardé cette vidéo jusqu'au bout, et toi qui me suis depuis des semaines, des mois, voire même des années peut-être, parce que c'est grâce à toi que je suis là où je suis aujourd'hui, que j'arrive à avoir le temps de faire ces recherches et donc de te proposer ce contenu, et que je peux tout simplement vivre de cette activité. Je te souhaite le meilleur pour 2025, j'espère qu'on aura plein de surprises qui vont nous régaler. Moi de mon côté, j'ai clairement pas terminé de cliquer, j'ai encore tellement de trucs à découvrir, tellement de trucs à apprendre, et surtout encore plus à te partager. Sur ce, on se dit à demain pour le mail qui va bien. Ciao!